Bonjour et bienvenue sur notre podcast Retour sur les attentes où nous parlons de tout ce qui va et de tout ce qui ne va pas dans le monde de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on a décidé avec Jonathan de parler du niveau 3 de Kirkpatrick avec quelques bonnes pistes pour bien le faire. Salut Jonathan, Salut Joss. comment tu vas? Eh bien, écoute, très bien, c'est le printemps. Donc voilà, je vais très bien. Moi, je fonctionne avec la météo, avec le climat. Donc je suis heureux qu'enfin l'hiver soit derrière nous. Oui, et dans le nord où tu es, j'imagine que c'est encore plus important que pour moi dans le sud. Exactement, tu m'étonnes. C'est vrai, c'est le printemps, ça fait plaisir. Alors, tout le monde l'attend, Jonathan. C'est quoi ton coup de gueule pour tout ce qui ne va pas dans la formation? Ah, t'es Dis-moi. sûr, t'es sûr, tu crois que j'ai un coup de gueule? Ben oui, Ah évidemment. oui, je le sais, je le sais. Alors évidemment, alors ça c'est un coup de gueule qui est, on va dire, qui est assez ancien, mais qui, on va dire, qui ressort assez régulièrement. C'est au sujet de Kirkpatrick, du modèle Kirkpatrick. Et il m'arrive encore fréquemment, lorsque je parle de Kirkpatrick, je vante les bienfaits du modèle Kirkpatrick, etc. On me dit, tiens, oui, mais Kirkpatrick, c'est vieux. C'est quand même pas tout récent, c'est dépassé, c'est ancien, etc. Alors, j'ai deux choses à dire. Et ce sont deux choses d'ailleurs que je dis que je réponds à mes interlocuteurs lorsque l'on me dit cela. D'abord, alors oui, Kirkpatrick, le modèle originel de Kirkpatrick, les quatre niveaux d'évaluation de Kirkpatrick, ça date de l'année 1959. C'est sûr que ça date un peu, voilà, mais les personnes qui parlent de Kirkpatrick, qui généralement me disent oui, mais c'est ancien, c'est vieux, parlent justement du modèle originel et ne connaissent pas nécessairement le nouveau modèle qui a été mis à jour quand même en 2010. Donc voilà, là c'est déjà plus récent. 2010 et qui continue finalement à être mise à jour, à être enrichie, à être précisée par les retours d'expérience du terrain. Donc Kirkpatrick, lorsqu'on parle de Kirkpatrick et que l'on connaît Kirkpatrick, on ne parle plus de 1959, on parle de 2010. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, eh bien, j'ai envie de dire, ça n'est pas forcément parce que c'est ancien en termes de date que ça n'est plus d'actualité. Dans la formation, on fait souvent référence à des courants, à des principes théoriques en termes de pédagogie, d'andragogie, etc., qui ne datent pas de 2022 ou de 2023. Donc, à moins qu'il y ait eu des évolutions assez notables quant à ce que l'on attend des formations en termes de résultats, on parle de montée en compétences, de transfert des acquis, de changements comportementaux, on va en parler aujourd'hui notamment, d'impact opérationnel, etc., eh bien finalement, les principes fondateurs, les principes fondamentaux en matière d'évaluation des formations n'ont pas changé. Donc ce que disait même Donald Kirkpatrick en 1959 est toujours d'actualité. Alors ça l'est encore plus, c'est encore plus vrai avec le nouveau modèle mis à jour donc en 2010, mais c'est toujours valable. Donc ça me fait penser, il y a un effet, je ne sais pas si tu connais l'effet Lindy. Alors j'ai repris la définition donnée par Wikipédia. L'effet Lindy, Lindy, Ouais. est une théorie donc, selon laquelle l'espérance de vie future d'une chose non périssable, telle qu'une technologie ou une idée, est proportionnelle à son âge actuel. Sous-entendu, finalement, plus c'est une idée ancienne, plus elle a pu être éprouvée, plus elle a pu passer, on va dire, les âges, et donc elle a certainement plus de valeur que quelque chose qui est sorti plus récemment. Donc le modèle de Kirkpatrick, on en parle dans ce podcast, il est très populaire, ça fait des années qu'il est connu, ça fait des années qu'il est mis en œuvre, etc. Donc en 2023, oui, Kirkpatrick, c'est toujours d'actualité. Oui, bon, moi je suis certificateur comme toi, tout le monde le sait, et moi c'est vrai que j'ajoute à ça, c'est que oui, je le connais déjà, hein, donc ça s'ajoute à ce que tu dis, c'est Ah les oui, gens qui disent oui, je le connais déjà, et quand on pose des questions, qu'est-ce que vous connaissez réellement? C'est vrai que c'est toujours l'ancien modèle, c'est pas le nouveau, donc exactement. faut pas être fermé aux choses qui sont aux nouvelles, même si l'idée d'origine est toujours, comme tu dis, très bonne. Tout à fait. Mm. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il est souvent présenté sous la forme d'un escalier, puis on vous Ouais. dit, oui, je connais 1, 2, 3, 4, etc. Rien que voilà, le fait de commencer par la fin,
c'est important dans la logique Kirkpatrick. Donc, oui, on connaît le modèle, on connaît une forme d'escalier, on ne sait pas nécessairement qu'il faut commencer par la fin, puis on ne connaît pas toutes les évolutions du modèle, le retour sur les attentes, le ROE, etc., qui ont été apportés depuis. Je pense aussi c'est important de souligner que nous, on parle d'un autre marché de la formation, surtout franco-français, hein, en France, avec ses spécificités dans le système paritaire et les OPCO, le financement, le Calliope, les France Compétences, tout ça, ça n'existe qu'en France. Il y a un monde de la formation professionnelle qui existe ailleurs, qui se porte très bien, surtout aux États-Unis, où le cas Patrick, eh ben, c'est juste énorme au niveau de sa reconnaissance, au niveau de son application. Ils font des sessions partout avec l'État, avec le gouvernement, avec le militaire, avec l'industrie. Vraiment, c'est très, très puissant. Et c'est dommage d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on fait ce podcast et on fait tout ce on essaye de faire sur le site aussi pour un peu, pas évangéliser, mais au moins partager les bonnes infos parce que ça nous paraît important à vraiment faire savoir ce que peut faire ce modèle dans les entreprises et l'organisation française aussi. Oui, tout à fait. La formation ne se limite pas à la France. Et il y a des pays qui arrivent, chose incroyable, à vivre sans notre modèle franco-français de la formation professionnelle, quoi. C'est Incroyable. incroyable. Ils arrivent à former Incroyable. des gens, etc. Je me demande comment ils y arrivent. Donc, en fait, ils posent des questions, ils ne se posent pas la question si le budget le permet ou si mon budget OPCO le permet. C'est ça. Si mon CPF, il existe vraiment des gens comme ça? Incroyable. Ah non, mais c'est complètement dingue. Je reprends toujours l'image, c'est l'image de l'opticien et de la mutuelle, hein. Tu vas acheter une paire de lunettes, ton Ouais. opticien te dit d'abord, OK, quelle est votre mutuelle? Et ensuite, je vous dirai quelle est la paire de lunettes que vous pourrez vous offrir. Et dans la formation en France, on est encore là-dedans, à s'arrêter d'abord aux questions de coût, de budget, avant de penser à l'efficacité. Donc voilà, il y a un rééquilibrage qui me semble nécessaire. Et chaque fois qu'il y a une réforme, on se dit tous les deux, allez, on va enfin parler d'investissement et retour là-dessus, etc. On va plus parler de consommation. Et non, en fait, chaque fois, Ah, ça. peut-être la prochaine. On y croit. Non, on y croit. Il y a des bonnes choses, hein. On ne peut pas être trop négatif et des bonnes choses, mais c'est vrai que ça n'existe qu'en France. Tout à fait. Bon, on va parler de niveau 3. Donc, Oui. comportement. Pour toi, qu'est-ce que c'est le niveau 3? Alors écoute, tu en as parlé, hein, c'est le niveau le plus important pour les Carpatrick, mais ça l'est aussi pour moi. C'est le niveau, je le dis souvent, à partir duquel les acquis de la formation cessent d'appartenir exclusivement à l'apprenant. Donc, niveau 1, on en a parlé, hein, dans un précédent épisode de ce podcast. Réaction, satisfaction. Niveau 2, apprentissage. Et niveau 3, c'est est-ce que j'ai pu mettre en pratique ce que j'ai appris en formation? Est-ce que j'ai pu mettre en pratique mes acquis au poste de travail, donc en situation réelle? Est-ce que j'ai transféré ce que j'ai appris en formation, quelle qu'elle soit, pour, pour les mettre en application tout simplement en situation de travail, au poste de travail? Donc on parle dans le modèle de Kirkpatrick, qu'on parle du modèle originel ou qu'on parle du nouveau modèle, d'ailleurs, on parle de comportement. On parle aussi fréquemment de transfert des acquis pour désigner ce niveau 3. Est-ce que tu penses que c'est aussi simple que si on corrèle ça avec d'autres industries? Si le train n'arrive pas à la gare, si le FedEx ne livre pas le colis, tu vois, est-ce qu'on est à ce niveau de pratique dans le travail? C'est-à-dire que si la formation, elle est réussie ou pas, est-ce que tu vois, on peut corréler ce niveau 3 avec ça? Alors non, 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 non. Alors le niveau 3 est, on va dire, inclut, ou en tout cas a comme prérequis forcément que la formation se soit bien passée à différents niveaux. Donc, nécessairement, pour transférer des acquis, il faut qu'il y ait eu acquisition. Donc, la formation doit avoir
dire, équiper les apprenants alors là, ça sera un énorme débat. Et, mon Dieu, si on veut passer des heures et des heures sur cet épisode de podcast, on pourrait commencer à s'amuser à faire la distinction entre savoir-faire, savoir-être, capacité, connaissances, compétences, etc. Enfin, peu importe. Donc, moi, je vais dire les apprentissages pour être ami avec tout le monde. Donc, est-ce que la formation a généré des apprentissages, de nouveaux apprentissages ou a renforcé des apprentissages, peu importe. Bref, cette espèce de package qui est donné à l'apprenant, pour donner cette image, est-ce que l'apprenant ensuite peut le mettre en œuvre en situation de travail? Mais la meilleure formation du monde, et même si l'apprenant a appris justement, ne peut pas, on va dire, automatiquement aboutir à une utilisation en situation de travail. Je peux avoir appris tout un ensemble de bonnes choses, je peux avoir été préparé à mettre en œuvre des compétences, etc. Il se peut que je ne mette pas en application ce que j'ai appris une fois de retour en situation de travail. D'accord. Donc, il y a forcément un lien entre l'action de formation et aussi de l'environnement dans lequel je me retrouve pour aussi mettre en application. Exactement. Et les recherches du domaine, généralement, classent d'ailleurs on va dire les facteurs pouvant freiner ou au contraire favoriser le transfert des acquis en 3 catégories. Il y a les facteurs liés à l'individu. Donc voilà, tu as une personne qui est plus ou moins motivée à aller se former, plus ou moins motivée à transférer ses acquis, qui a un sentiment d'efficacité personnelle plus ou moins élevé, etc. Ça va forcément conditionner, en tout cas, ça va avoir un impact sur le niveau, sur le taux de transfert des acquis. Donc, les facteurs liés à l'individu, les facteurs liés à la formation. Est-ce que la formation est plus ou moins orientée vers la pratique? Est-ce que les méthodes pédagogiques on va dire, pareil, favorisent le transfert, etc. Donc, il y a vraiment toute l'action de formation en elle-même. Et les facteurs liés à l'environnement de travail. Est-ce que je suis soutenu par mon manager, par mes collègues? Est-ce que j'ai été formé au bon moment? Est-ce que j'ai les outils, l'information pour appliquer ce que j'ai appris, etc. Donc, il y a tellement de choses qui finalement gravitent autour de la formation que la formation est un prérequis, une bonne formation est un prérequis au transfert des acquis, mais c'est une condition non suffisante, insuffisante. Oui, alors justement, c'est vrai que dans tout ce que tu décris, ça peut aussi présupposer pourquoi on a autant du mal à le faire. Oui, ah oui, bien sûr. Ah bah c'est une formation efficace, c'est exigeant. Donc après, il faut savoir ce que l'on veut. C'est est-ce que je veux une formation pour avoir des apprenants satisfaits? Est-ce que je veux avoir une formation pour avoir des apprenants qui ont appris quelque chose? Ou est-ce que je veux une formation pour avoir des apprenants qui sont plus compétents réellement en situation de travail pour espérer, in fine, niveau 4, avoir un impact sur les indicateurs de résultats? Donc, c'est plus difficile, mais le jeu en vaut la chandelle. J'ai envie de dire, si on fait des formations avec un objectif autre que la montée en compétences, bah, c'est peut-être pas nécessaire de faire la formation, tu vois. Donc, ou alors, il y a un autre objectif qui est de faire plaisir, des formations récompenses ou des choses comme ça. En tout cas, il est certain que la formation seule ne mène pas au transfert des acquis, à des changements comportementaux durables en situation de travail. Donc, dans l'actuel niveau 3, le nouveau, le New World Model, le nouveau modèle, c'est pas juste une question de savoir si on met en application ou pas. Il y a beaucoup plus de choses dans le niveau 3. C'est beaucoup plus élargi que ça. Il y a d'autres composantes. Oui, complètement. Alors, c'est vrai que dans la mise à jour du modèle, les Kirkpatrick ont intégré, alors il y a 2 éléments. Visuellement, lorsqu'on regarde le nouveau modèle, donc on voit le premier cercle qui est le niveau 3, donc comportement. Il y a un premier cercle autour de celui-ci qui est l'apprentissage sur le tas, donc au sens où on attend aussi de l'apprenant qu'il continue à se former, qu'il continue à expérimenter, etc. Donc il y a un effort aussi qui est attendu de la part de l'apprenant. Il n'y a pas de
Il n'y a pas d'effet magique, comme on parle d'effet waouh en formation, il n'y a pas d'effet magique au niveau du transfert. Donc, Mhm. c'est exigeant de changer ses pratiques, de changer ses comportements. Donc, le premier responsable de cela, c'est l'apprenant. Et il y a un autre cercle autour qui est donc qui correspond au levier. Dans le modèle on va dire, le nouveau modèle, on va dire en version anglophone, version originale, on parle de drivers. On l'a traduit en France en disant, voilà, ce sont des leviers au sens levier d'efficacité, levier pour accroître le transfert des acquis. Et ces leviers sont au nombre de 4. C'est contrôler, renforcer, encourager et récompenser, donc 4 verbes d'action, et qui correspondent finalement à toutes les actions que l'on peut mener en parallèle de la formation pour favoriser le transfert des acquis. Donc le fait de contrôler, donc au sens évaluer le niveau 3, le fait de renforcer les acquis, le fait d'encourager les apprenants avec du coaching ou des choses comme ça, le fait de récompenser, donc pour les inciter en tout cas à mettre en pratique, donc à vraiment transférer leurs acquis, tout ça va accroître significativement le taux de transfert des acquis. C'est super intéressant parce que souvent, lorsqu'on entend le mot évaluer, Mhm. on interprète ce mot par mesurer. Et en Oui, fait, là, les leviers requis, c'est pas vraiment une question de mesurer, c'est plus une question d'accompagner oui, les apprenants pour mieux faire, pour mettre en application. Tu es d'accord avec ça? exactement. Ouais, ouais. C'est pas une logique si tu permets le terme, de flicage au sens où on veut, oui, voilà, on a fait une formation, on veut s'assurer que tout le monde a mis en pratique. Tant mieux si c'est le cas, mais l'évaluation ici au niveau 3 est quasiment, je vais dire, un prétexte pour accompagner, pour faciliter la mise en application. C'est vraiment une logique où on accompagne, on outille l'apprenant et on lui donne les moyens de mettre en pratique. Parce que si finalement, ça reste une évaluation, donc il y a une part de subjectivité, si on présente les choses comme étant une espèce d'outil de contrôle de flicage, ça veut dire qu'on va amener aussi les apprenants à ne pas forcément être sincères, à ne pas forcément être honnêtes dans leurs réponses et on va complètement biaiser tout notre dispositif d'évaluation. Alors, petite histoire, moi, comme tu sais, j'accompagne beaucoup les organismes de formation. J'ai Mhm. fait beaucoup de formations commerciales pour aider les conseillers à mieux faire le travail, hein, surtout par rapport à la posture, des questionnements d'écoute. Et je me souviens, lorsqu'on était un peu plus jeune, Ouais. et j'ai pris beaucoup de plaisir à ne pas regarder mes questionnaires niveau 1 jusqu'à j'étais dans le train, tu vois. C'est-à-dire que, Mhm. voilà, lorsque j'ai commencé à me euh, respirer, tu vois, comment c'est l'adrénaline s'en va parce que souvent à la fin, je faisais des mises en situation, tu vois. Donc, c'est quand même beaucoup d'énergie. Puis, je commence à me Ouais. détendre dans le train et je sors mes questionnaires niveau 1 pour regarder si, bon, là, ils appréciaient ou pas. Et franchement, pour moi, à l'époque, ce moment-là, c'était la fin de ma formation. C'était la fin de ma prestation. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, Ouais. à la limite, j'ai fait mon taf. Hmm. Qu'est-ce que tu dirais à ces formateurs maintenant d'aujourd'hui, tu vois, qui disent, bon, une fois que tu vois, j'arrête ma visio, ma Zoom, mon Teams, tu vois, j'éteins, ou une fois que je sors de la salle, c'est fini, j'ai fait mon taf. Qu'est-ce que tu dirais à ces formateurs-là? Alors, je poserai la question, comment définissez-vous votre métier? Si votre métier, est-ce que vous êtes centré sur les moyens? Est-ce que votre métier est d'animer une formation, par exemple, de 9h à 17h? Ou est-ce que vous définissez votre métier, on va dire, par une mission qui serait, voilà, je développe les compétences des personnes. Si c'est ça, ça veut dire que le travail n'est pas fini à 17h. Ça veut dire que le travail est réellement fini une fois qu'il y a eu une montée en compétences effectives, prouvées sur le terrain. Alors bien sûr, on est d'accord, ça n'est pas uniquement du ressort du formateur. Par contre, le formateur a tout intérêt à s'intéresser à ça et à travailler avec son client, on y reviendra, on sait que ce n'est pas toujours facile, parce que le client n'ouvre pas toujours les portes, mais à travailler avec son client pour aller jusque-là. Voilà. L'idée, c'est vraiment
on ne se limite pas aux moyens, aux indicateurs de moyens. Cette année, j'ai fait X jours de formation, X heures, on a terminé à 17 heures, etc. Voire les gens sont contents, voilà, comme tu disais dans le questionnaire de satisfaction. Mais la formation, on va dire l'action de formation en elle-même, l'événement de formation, la journée de formation, c'est le début. Allez, au mieux, c'est le pendant, quoi. C'est quelque chose, c'est une phase intermédiaire, mais ce n'est pas la fin. La formation, on doit considérer la formation comme étant terminée une fois que la compétence a pu être acquise et démontrée sur le terrain. Donc, c'est quoi pour toi, s'il y a une chose parmi toutes les possibilités, qu'on soit formateur, éventuellement responsable de formation, éventuellement apprenant, je ne sais pas, mais pour toi, la priorité pour faire une action au niveau toi, ça serait quoi? Une priorité, c'est-à-dire à quel niveau? C'est que si on ne fait pas de niveau 3, Ouais. tu vois, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour démarrer à faire des niveaux 3 en priorité? Alors, la première des choses, je vais sortir mon proverbe berbère préféré. Si tu ne sais pas où tu vas, tu risques de mettre du temps pour y arriver. C'est d'être très clair sur les livrables de la formation. Alors, encore une fois, pas de débat terminologique. On parle de compétences, de comportement, peu importe, mais c'est voilà. Moi, je le dis le plus simplement du monde. Qu'est-ce que la personne saura faire de plus ou de mieux à son poste de travail? Et rien que ça, je pense que c'est la difficulté numéro 1 dans l'évaluation des formations. Franchement, si je devais faire un top 3 des difficultés, elle est assurément dans le top 3, elle est peut-être même en pole position, c'est se mettre d'accord sur les livrables. Donc nous, on parle dans le modèle de Kirkpatrick, on parle de comportement, d'objectifs comportementaux, mais ça signifie que c'est quelque chose d'observable, de mesurable, de très concret, avec des verbes d'action. On va bannir tous les objectifs très flous, maîtriser quelque chose. Enfin, maîtriser, ça ne veut rien dire, quoi. Je vais maîtriser Excel. Il y a des gens qui passent leur vie à tenter de maîtriser Excel, quoi, tellement il y a de fonctions, il y a de fonctionnalités, etc. Donc déjà, se mettre d'accord là-dessus, parce que c'est voilà, sans objectif clair, c'est simple, c'est qu'on ne peut pas réellement mesurer, aller évaluer l'efficacité d'une formation, en tout cas au niveau 3, en termes de transfert des acquis, c'est tout simplement impossible. Donc, se mettre d'accord et généralement, faire ce travail va avoir des impacts assez colossaux sur la façon dont on va construire la formation d'elle-même. On va forcément reprioriser, on va repenser les méthodes, etc. Si on n'a pas ça, je vais le dire sans détour, mais comment peut-on concevoir une formation si on ne sait pas ce que vont faire les personnes de mieux ou de plus une fois de retour en situation de travail? Ça veut dire qu'on fait des formations un peu au doigt mouillé, quoi. Donc voilà, on se dit, tiens, on va mettre un peu ça comme contenu, ça, le thème, ah oui, ça c'est à la mode, tiens, on devrait parler de ça, etc. etc. Mais bon, à la fin, voilà, on est en train de faire une liste de courses à rallonge, hein. C'est une piscine à débordement, hein, notre programme. Et on oublie complètement, encore une fois, l'objectif qui est la montée en compétence sur le terrain. Alors, j'espère que tu te souviens du personnage, mais tu sais que en Astérix et Obélix, Ouais, tu te souviens du vieux sage qui faisait la potion? oui, Tu te souviens? panoramique. Ah ben voilà, je savais que tu le savais. Alors lui, tu te souviens qu'il y avait en fait, il y avait un moment où ils étaient en prison et il fallait qu'ils attaquent les rochers, à battre des rochers, tu sais? Et Les lui, menhirs, ouais, ouais. ouais, peut-être pas le menhir, mais je crois que c'était en prison avec les Romains. Et il fallait en fait, c'était dans un espèce, tu sais, où ils ramassaient les rochers pour créer le bâtiment. Je me souviens plus du mot parce que je suis Une anglais. carrière. Voilà, c'est ça. Ouais. En tout cas, et lui, il faisait pas avec les marteaux. Il attendait, il regardait, tu vois, jusqu'à aller trouver le point pour taper une seule fois et puis le rocher Ah explose. oui, ah oui, oui, d'accord.
Tu vois, ça me fait Je penser un peu à cette image, tu sais, c'est-à-dire qu'avant de faire quoi que ce soit, avant d'entamer l'action, prenons le temps de bien euh, analyser et poser les bonnes questions pour voir ce qu'on veut. Exactement, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Donc c'est nécessaire, sinon ça veut dire que oui, ça veut dire que on s'excite un peu dans le vide, hein, en quelque sorte. Donc, et on peut avoir des formations beaucoup plus efficientes en faisant ce travail, au sens où on va pouvoir réduire la durée des formations, aller droit à l'essentiel, etc. Donc, à l'heure où on nous demande de faire des efforts budgétaires, de réduire la voilure, etc., à certains niveaux, voilà, partir des objectifs, c'est un gros travail, mais ça demande d'être très clair. Et c'est vrai que dans la formation, on est dans un milieu de sachant, donc on a toujours tendance à vouloir en mettre trop. Et puis on se retrouve avec des PowerPoint avec 250 slides, etc. Enfin, voilà, ça n'a aucun sens. Alors qu'on sait très bien qu'on va en retenir une très faible partie et qu'on va en appliquer une encore plus faible partie. Donc voilà, commençons par des objectifs très clairs. Et ces conversations, elles peuvent être avec le commanditaire, mais on peut aller plus loin. On peut parler avec un ou deux apprenants potentiels, on peut parler avec un manager, on peut parler avec le responsable formation, on peut vraiment faire une enquête, surtout si nous, concept pédagogique, si on veut flou, parce que j'aime bien le proverbe, tu vois, parce que aussi, on a toujours cette analogie, si on voit flou, on ne sait pas où on va non plus. Donc, c'est pas une question aussi de prendre de temps, mais aussi de voir si on voit flou, on ne connaît même pas la direction dans laquelle on doit aller. Et en Exact. fait, ce qui permet de rendre plus clair les choses, c'est de poser des questions. Et de se permettre de poser des questions. Je crois que souvent, on est un peu accablé par le fait que si on pose une question, on donne peut-être l'impression qu'on n'est pas sachant. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Et qu'on Mhm. n'est pas bon. On maîtrise pas Ouais, le sujet. Tu vois ce que je veux dire? exactement. Ouais, Ouais. mais pour moi, c'est l'inverse maintenant. Je me permets de poser plein de questions, même si Oui. je pense que je connais la réponse. Mais une question donne une info et ça, c'est comme un chasse au trésor. Ça peut nous amener vraiment dans des endroits très intéressants. Ouais, exactement. Et puis ça permet aussi d'utiliser le langage Eh euh, oui. de nos interlocuteurs. Euh, voilà, encore une fois, ça fait la troisième fois que j'y reviens dans cet épisode, mais il faut arrêter ce délire lorsqu'on parle aux opérationnels de dire non mais attendez, là, vous êtes en train de parler de connaissances et moi je vous demande de raisonner en termes de compétences, etc. Enfin, on les embarque dans notre jargon. Alors si on veut se faire détester des opérationnels, il n'y a rien de tel, hein. Euh, il faut leur parler le plus simplement du monde, comme si c'était des, comme si c'était des enfants. On doit pouvoir leur dire voilà, euh, ton gars ou ta fille, hein, part en formation, il ou elle revient, à quoi vas-tu voir qu'il y a une différence que il ou elle a pu profiter de la formation? Qu'est-ce que ça donne en termes de comportement, en termes de bonnes pratiques sur le terrain, etc., etc. Vas-y. Et je ne vais pas l'embarquer, l'embourber, l'engluer dans tous mes concepts pédagogiques, etc. Il faut être le plus simple du monde. Et ce que le manager va me dire, par exemple, si on interroge le manager ou l'apprenant, etc., voilà, c'est ça, d'ailleurs, c'est ça mon livrable, c'est ça ma matière première qui va me servir à formuler les objectifs. Et donc, on va forcément être dans des choses qui vont être très pratico-pratiques, très opérationnelles, et pas du tout dans des concepts pédagogiques. Ça, c'est notre tambouille, à nous, professionnels de la formation, mais on ne doit pas les embarquer là-dedans. Non, c'est eux qui produisent, hein, c'est eux qui. Nous, on est là en fonction support, on est là pour rendre la vie plus facile, entre guillemets, et les aider. On n'est pas là pour les empêcher, pour les freiner. Donc, Tout à fait. faut rester disponible à ce niveau-là. Euh, donc, la première chose, c'est de prendre le temps avant pour mieux faire après. Euh, c'est clair. Euh, je pense qu'il faut aussi déjà penser à comment accompagner les apprenants sur le poste, hein, les fameux leviers requis. Oui. Les leviers, il faut que ce soit réaliste, hein. On ne peut pas inventer des choses si peut-être l'entreprise n'a pas les ressources ou les possibilités pour le faire. On est d'accord? Ouais. Ah oui, complètement. C'est essentiel. En fait, d'un côté, on va dire, définir des objectifs clairs. Ça va faciliter l'évaluation. Donc, on a
si je dois utiliser une image, voilà, on a le thermomètre pour s'assurer qu'il y a bien eu transfert des acquis ou pas. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un thermostat, quoi. Il faut pouvoir régler la température et il faut pouvoir intervenir et donc définir des leviers à différents niveaux, alors qui peuvent être, on va dire, aussi co-construits hein, avec le prestataire de formation. Hein. Donc voilà, on peut très bien avoir un prestataire de formation qui va réaliser de l'accompagnement, alors qu'on appelle ça accompagnement, qu'on appelle ça coaching, etc. Peu importe, mais au sens voilà, du soutien aux apprenants, individuel ou collectif. Ça peut être des outils, des aides-mémoire, ça peut être des outils digitaux, ça peut être plein de choses, mais il faut sortir, je veux dire, du cadre spatio-temporel de la formation. Quoi. La journée de 9h-17h, ok, mais il se passe des choses avant, il se passe des choses après. Il faut vraiment raisonner en processus et faire preuve d'empathie, se mettre à la place de l'apprenant et d'imaginer quel va être son retour au poste de travail une fois que la formation est terminée et se dire, waouh, là maintenant, il doit mettre en pratique de quoi va-t-il avoir besoin, qu'est-ce qui va pouvoir l'aider sans, comme tu le disais, sans forcément que ça ne coûte les yeux de la tête, hein, notamment à l'entreprise. Donc voilà, il faut essayer d'être efficient à ce niveau. Il y a quand même des choses assez peu coûteuses qui existent. Alors, voilà, ben, j'enchaîne. Hein. Ah, J'enchaîne parce que je pense que tout le monde veut savoir, mais ces exemples-là, qu'est-ce qu'on pourrait, à quoi tu penses pour accompagner ces apprenants avec ces exemples pas très chers ou pratiques? alors, au préalable, si tu permets, il y a une image que j'aime utiliser pour illustrer un peu cela, parce que je pense à nos auditeurs, si demain ils doivent expliquer ça euh, voilà, à leurs clients, qu'ils soient internes ou externes, aux commanditaires, etc. Moi, l'image que j'utilise beaucoup, ce sont les petits trous de vélo. Donc, voilà, c'est d'actualité. D'ailleurs, voilà, ma fille fait du vélo. Faire du vélo, c'est entre guillemets le truc le plus bête du monde. Quoi. Il faut se mettre sur une selle, il faut pédaler, point. Okay. Par contre, il y a une question de confiance, il y a une question d'équilibre à trouver, etc. Donc, on a les petits trous de vélo. Des petits trous qu'on va pouvoir ensuite retirer progressivement. C'est ça l'idée des leviers. C'est en fait, c'est quelque chose qui va vous aider à faire la transition entre je sors de formation et je suis maintenant à l'aise, autonome, en confiance pour mettre en pratique convenablement dans la durée mes acquis, etc. Et donc, il y a cette phase de transition qui est à opérer et qui est donc à gérer. Et une autre image, c'est demain, on vous dit d'aller faire 10 000 pas par jour. C'est la préconisation, c'est la recommandation que l'on entend souvent. Voilà, vous devez, voilà, vous pouvez compter on va dire sur plusieurs ressources pour vous inciter à faire ces 10 000 pas. Ça peut être une montre ou un bracelet connecté. Ça peut être votre conjoint qui vous rappelle d'aller marcher tous les jours. Ça peut être un ami ou une amie à qui vous allez aller marcher. Ça peut être des rappels dans votre agenda, etc. Donc, il y a tout un ensemble de méthodes, de bonnes pratiques qui permettent de faire cela. Ceci étant dit, on est quand même à l'heure du numérique ou du digital, c'est selon. Donc, il y a quand même, il ne faut pas se priver d'utiliser en formation, et même lorsque c'est de la formation, on va dire purement présentielle, d'utiliser des outils digitaux pour nous aider à faire cela. Donc, outils digitaux ou numériques, peu importe le terme. Et là, il y a quand même pas mal de choses qui existent sur le marché, en tout cas de plus en plus. On a fait un benchmarking des plateformes LMS et on voit que les fonctionnalités qui permettent de faire le relais avec le terrain, ne serait-ce que d'envoyer des signaux, des piqûres de rappel, de faire des évaluations flash régulières, d'ouvrir des communautés de pratiques ou entre apprenants, etc., pour favoriser l'échange, on voit que ça commence, toutes ces briques, on va dire sociales, commencent à être de plus en plus développées dans les plateformes LMS, entre autres, et donc, et les plateformes dédiées à l'évaluation. Donc déjà, il y a ces éléments, je pense qu'on peut y jeter un œil. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de réinventer l'eau chaude, alors qu'il y a des choses qui existent, peut-être dans votre plateforme actuelle, si vous en avez une, ou sinon des outils aussi sur le web
qui permettent d'outiller ces leviers à différents niveaux. Je suis un peu obsédé par la juxtaposition entre la personnalisation et l'industrialisation. Mhm. C'est-à-dire que tu vois, l'industrialisation, ben, c'est capacité à faire beaucoup de choses partout. La Oui. personnalisation, c'est de vraiment se concentrer sur un profil, une personne, une équipe, tu vois, pour essayer de Mhm. personnaliser. Donc, je trouve que là, on est vraiment dedans avec cet accompagnement-là. Euh, et que, est-ce que tu penses que on peut faire de l'industrialisation de niveau 3 et en rester là? Par exemple, des enquêtes, voilà, les fameuses évaluations à froid ou peut-être l'envoi d'un plan d'action, tu vois, des piqûres de rappel automatiques. Je ne sais pas. Est-ce que tu penses qu'on peut rester là et puis on a fait notre travail ou pas? Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Je vois, enfin, moi, je vois deux manières de faire. Alors, soit, effectivement, on est dans le spécifique. Donc, voilà, c'est un programme de formation, je sais, j'ai dit n'importe quoi, mais voilà, on veut former des commerciaux et puis, voilà, programme de montée en compétences des forces de vente, comme on dit. Et on définit des objectifs comportementaux clairs, on parle d'écoute active, de techniques de reformulation à utiliser lors des entretiens en clientèle, etc. Voilà. On peut avoir un programme et on est très clair, on sait quels sont les comportements visés, etc. C'est un peu une logique top-down. Voilà. Donc, les objectifs sont les mêmes pour tout le monde. C'est parti, chers commerciaux, je peux en former 2000, peu importe. On sait que tout le dispositif va s'appliquer pour les 2000. Là, ça vaut le coup de faire on va dire de la personnalisation, d'être aussi spécifique, d'être aussi précis, parce qu'il y a le volume qui le justifie. Maintenant, c'est certain que demain, j'ai 1000 collaborateurs, les 1000 vont chacun suivre une formation inter-entreprise avec des objectifs différents, etc. Je ne vais pas m'amuser à faire ce travail. Donc, dans ce cas, il y a une logique qui serait plutôt bottom-up, où tu as évoqué le, le, les termes plan d'action. Je pense que ça peut être l'idée de dire, voilà, à l'issue de la formation, qu'il y a un travail qui soit réalisé par l'apprenant, idéalement avec le soutien du formateur, et pourquoi pas consacrer d'ailleurs une séquence pédagogique dédiée à la rédaction des engagements, d'un plan d'action, etc. Plan d'action qui va ensuite nous suivre tout au long de la formation, enfin tout au long de la phase post-formation. Et là, pour le coup, ça veut dire qu'on peut avoir, par exemple, des questions d'évaluation un peu plus génériques qui vont, par exemple, à chaud poser la question aux apprenants, voilà, quel est le plan d'action, quelles sont les actions que vous engagez à mettre en œuvre, par exemple, voilà, dans les 3 jours, dans les 3 semaines, dans les 3 mois, etc. Et ensuite reprendre au mot près et à la coquille, à la faute d'orthographe près, ces éléments pour reposer la question ultérieurement. Donc, ça sera moins précis parce qu'il y a toujours le risque qu'on prenne des engagements qui n'ont ni queue ni tête, mais ça engage quand même, ça met l'apprenant dans une posture active et ça l'engage un minimum vers la suite. Donc voilà, c'est vraiment deux logiques différentes. Ce que je déconseille, c'est le pur générique. Le pur générique où voilà, on pose des questions quelques semaines après la fin de la formation. Voilà, avez-vous utilisé les acquis de votre formation? Point. Parce que finalement, on n'en fera pas grand-chose et on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi ça a été utilisé ou pas. Oui, on est aussi grand fan de tout ce qui est qualitatif, hein, tout ce qui est retour individuel ou équipe des gens. Donc parler avec les gens après, c'est aussi important que récolter les données, les analyses des enquêtes. Donc c'est très important d'avoir ces échanges-là avec les gens. Et on découvre beaucoup plus de choses parfois si on le fait aussi. Alors, je Ouais. vais changer de sujet. Je vais te lancer une bombe. Tu n'es pas prévenu. Vas-y, On va voir comment tu réagis. vas-y. Donc, un des plus grands blocages pour faire du bon niveau 3, c'est les managers. Mhm. Hein, c'est les managers, ils savent pas, ils veulent pas, font pas pour aider. Demain, il n'y a plus de managers dans une entreprise. Est-ce que ça va aider, à ton avis, de faire du niveau 3?
Alors, c'est possible. C'est pas difficile. Alors, à un moment donné, je pense qu'il faut être cohérent. C'est-à-dire que le discours depuis des années, et on parlait des nombreuses réformes de la formation tout à l'heure, le discours depuis des années est toujours autour de voilà, le collaborateur, acteur de sa formation, etc. Ben, moi, j'ai envie de dire, allez, allons-y jusqu'au bout. Pourquoi finalement on voudrait avoir des formations qui soient centrées sur les individus et qu'au moment de l'évaluation, on les déresponsabilise et on dit oui, mais en même temps, toi, ouais, mais si tu évalues, c'est de l'auto-évaluation, c'est subjectif, c'est du déclaratif, on ne te fait pas confiance, etc. Donc moi, je suis plutôt d'avis, je pense que l'avenir est vraiment on va dire, à la centration, entre guillemets, au fait de se centrer sur l'individu et vraiment qu'il soit le premier acteur et peut-être même l'acteur unique de l'évaluation. Et vraiment de lui présenter l'évaluation, et on pourrait même bannir le terme évaluation si ça fait peur. En France, souvent, évaluation égale notation égale sanction, etc. Les traumatismes de l'éducation nationale, peut-être. Eh bien, c'est de dire, voilà, on te donne les moyens de performer, on te donne les moyens de réussir. Tu as passé X heures, X jours en formation, tu es bien d'accord que ça sera un coup d'épée dans l'eau si ça n'est pas mis en pratique. Donc, on va te donner les moyens de performer, les moyens de réussir. Et voilà, l'évaluation en fera partie, mais il y aura d'autres éléments. On va tout y est. Hein. Je reprends l'exemple des 10 000 pas par jour. Voilà, tu veux aller faire 10 000 pas par jour, bah, tiens, voilà une montre, un bracelet connecté ou une application sur ton téléphone, tu vas pouvoir suivre ça. Je ne suis pas là pour aller surveiller que tu fais bien tes 10 000 pas par jour, mais tu as compris qu'il y avait un intérêt à ce que tu fasses les 10 000 pas par jour, donc on te donne les moyens de réussir. Et voilà, ça sera pour ton propre bénéfice. Donc je crois beaucoup au fait de tout miser sur l'apprenant et de développer aussi les capacités réflexives de l'apprenant, que l'apprenant soit aussi davantage conscient de l'intérêt d'être acteur de sa formation et de son évaluation, d'être partie prenante. Ouais, mais tu sais, tout ce qui est CMS, où on a un catalogue de formations comme LinkedIn Learning, etc., finalement, les gens, ils abandonnent. Donc, c'est pas de ça que tu parles pour avoir une boutique d'outils après la formation pour aider. On est plus dans la personnalisation, non, de ce que pour un individu, pour que lui, il fait mieux. C'est-à-dire que ces outils sont là que pour lui. C'est pas juste, bon, vas-y, tu prends ce que tu veux pour t'aider à mettre en application. Ah oui, oui, oui. Alors Tu vois ce que je veux après, dire? C'est-à-dire que si c'est trop ouvert le spectre, ben en oui. fait, finalement, on fait rien. Tu Ah vois? oui, complètement. Ah oui, oui, oui. Individualisé pour la personne par rapport à ce que lui, il veut ou il est capable de faire, tu vois, je trouve que c'est ça, non, qui fait la différence. Ah, complètement. Bah, c'est le piège des catalogues, hein, qu'ils soient. On se souvient des énormes, je ne sais pas s'ils le font encore d'ailleurs, les énormes catalogues papier qui étaient envoyés par les organismes de formation au service formation, et puis les entretiens annuels, on disait, tiens, allez, vas-y, regarde et pioche dans le catalogue ce qui te fera plaisir. Maintenant, on a des sites web qui sont super fournis et parfois on fait la même chose. Va voir sur le site et puis regarde la formation qu'il te faut. Ou alors, on a, comme tu le disais, hein, les contenus digitaux à la LinkedIn Learning, etc. Bon, il y a tellement de choix que si on n'équipe pas intellectuellement, si on ne prépare pas les individus à être réellement acteurs de leur formation, ils vont être dans une logique de consommation à la Netflix. Et là c'est le carnage, quoi. En fait, ça ne sert strictement à rien. On va cumuler des heures et des jours de formation, etc., sans forcément penser objectif. Donc, on doit amener les individus à raisonner avec une destination. Voilà, logique GPS. Hein, voilà, je veux me rendre là-bas. Voilà, tu veux aller. Voici ton projet professionnel. Voici ton objectif professionnel. Voici les compétences que tu vas développer, etc. Voici. Je plante un drapeau tout au loin. Et voici en gros comment tu peux y arriver. Et là, on va personnaliser ton parcours. On va te mettre à disposition des ressources qui ne sont pas que de la formation. Ça peut être des informations, ça peut être des soutiens, des experts à contacter, des collègues en interne qui ont la compétence désirée, etc. pour et s'adapter le plus possible aux préférences aussi d'apprentissage des personnes. Quoi. Donc, il y a du travail. Oui, et je pense que bon, j'ose dire que l'intelligence artificielle, pardon, va pouvoir peut-être nous aider avec cette idée-là dans les années à venir. Hein. On voit déjà
GPT est capable de faire. Hmm. Je suis carrément d'accord. Je crois que vraiment, en fait, le pouvoir de l'individu maintenant, tu vois, c'est ça qui a pris la place. Le pouvoir de l'individu dans son apprentissage. YouTube, avec toutes ces vidéos où pendant 10 minutes, là ce matin, j'avais la lave-linge qui était pas en panne, plutôt qu'appeler le premier, je me suis dit, bon, tiens, je vais essayer de le faire moi-même. Tu vois, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais sur YouTube. Donc, tu vois, Ouais, tout le monde le fait. On a ce réflexe de se dire, est-ce que nous, on peut le faire? Et je pense que l'apprenant en entreprise, il doit avoir cette même autonomie. En fait, la réponse à ma question, si je comprends bien, c'est que toi, tu te dis, si on arrive à personnaliser le parcours de formation avec ces modalités d'évaluation, d'accompagnement dans le parcours jusqu'à un point où c'est hyper individualisé, on n'a même pas besoin du manager parce que le ex- manager peut laisser faire l'apprenant à aller à ce drapeau que tu vois loin tout seul. exactement. Exactement. Si on fait ce travail, j'ai envie de dire, faire appel à son manager devient quasiment un dysfonctionnement. Tu vois, Mm. c'est une anomalie. Je n'ai pas besoin, enfin, si je suis au clair sur ce que l'on attend de moi, sur ce que je veux faire, sur les moyens qui me sont offerts, etc., quel est le rôle du manager quoi, là-dedans? En tout cas, dans la partie formation. Voilà, quoi. Je veux dire, si lui, il est transparent quant aux objectifs du département du service, si la direction d'entreprise est claire quant aux objectifs de l'entreprise, enfin bref, si moi, j'arrive à me repérer dans tout cet environnement et que je suis au clair sur ce que je veux, on m'offre aussi les moyens voilà, et du temps pour me poser des questions, pour explorer les choses, etc. Je n'ai pas besoin du manager pour s'occuper de ma formation, quoi. Euh, J'aimerais juste peut-être finir sur un ton pratico-pratique. Tu as parlé des plateformes qui existent pour faire des piqûres de rappel, les alertes, les signaux, les nudges aussi. On entend parler des nudge learning Tout à aussi. fait. Euh, L'industrialisation des niveaux 3 avec des enquêtes, les plans d'action. On a parlé des managers aussi. Je pense que même si on n'est pas encore au point de l'autonomie de l'apprenant, les managers peuvent aider avec les entretiens après formation, la mise en pratique. On a parlé aussi des REX, les échanges, les binômes après. Tout ça, c'est utile. Euh, ce sont des suggestions, mais je pense que, est-ce que toi, tu as, peut-être, je ne vais pas citer de nom, mais quand tu penses aux clients qu'on a accompagnés, tu vois, est-ce que tu penses aux dispositifs d'accompagnement au niveau 3 des exemples qui marchent, tu vois, qui réussissent? Est-ce que tu as un ou deux exemples à ce niveau-là? Oui, oui, bon, on peut citer des noms hein, si ça te va, hein. Ah, Voilà. moi, toujours, c'est juste par rapport à eux, quoi. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah non, non, mais il y a pas de problème, quoi. Euh, alors, on pourra même mettre les références en dessous de l'épisode, hein, du podcast. Oui, Et enfin, moi, je n'ai aucun souci. Alors, je n'ai aucune action chez, chez aucun des éditeurs. Donc, voilà, on parle en toute neutralité. Hein, ni toi ni moi n'avons de lien particulier. non, on n'a rien. Moi, je suis toujours pour encourager. Enfin, voilà, moi, je suis toujours content. Ça fait des années qu'on parle d'évaluation, des formations. Donc, bon, voilà, là, on va dire, ça commence à être outillé. Mais on voit à chaque fois que la faiblesse, c'est voilà, c'est le transfert des acquis, c'est le passage à l'action, etc. Donc, moi, je suis toujours ravi lorsqu'il y a des acteurs qui émergent et qui travaillent dans le sens d'une formation plus efficace. Donc, bravo, allez-y, on vous encourage. Euh, alors, quelques acteurs qui sont intéressants à identifier. Il y a Delindo. Delindo, qui travaille beaucoup, alors, notamment sur la FEST, mais pas que. Donc, vraiment sur cette logique de favoriser le transfert des acquis, de mettre en relation différents acteurs, avec des référentiels aussi de compétences, possiblement, etc. Donc, je sais qu'il travaille sur pas mal de projets, y compris, je crois, avec des CFA. Donc, voilà, il y a toute une logique comme ça on va dire, on va dire, soutien à la mise en pratique, je vais le dire ainsi. Donc ça, c'est un acteur qui est intéressant d'aller observer. C'est DAYLINDO. On a aussi Apprentix, qui est un acteur canadien,
et qui fait des choses aussi très intéressantes. Alors, je peux me tromper, hein, mais je crois que de mémoire, ils étaient plutôt axés sur l'ancrage mémoriel, donc Oui, on va dire la rétention, la mémorisation de c'est connaissances, ça. etc. Mhm. Et là, ils ont fait évoluer leur offre. Alors, grand bien leur en face, parce que ça, c'est un débat aussi. On parle beaucoup d'ancrage mémoriel, mais voilà, mais mémoriser des notions, se souvenir de notions, c'est bien, mais par contre, se mettre en action, c'est quand même mieux. Et donc là, j'ai cru comprendre. Et voilà, il développait toute cette partie, donc ça, c'est top. Il y a Promote aussi, alors qui est un acteur suédois, qui est un partenaire aussi Kirkpatrick. Et eux, ça fait des années, hein, qu'ils existent. Oui, Ils travaillent notamment avec Robert Brinkerhoff, oui, un spécialiste de l'évaluation. Et donc, voilà, eux, ils ont aussi une logique, je crois qu'ils appellent, alors c'est pas un LMS, je crois que c'est un LTS, je crois qu'ils appellent ça, Learning Transfer System, ou LTP, Learning Transfer Platform. Donc voilà, là, c'est clairement orienté, c'est un LMS, mais pour le transfert des acquis. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi à l'explorer. Je ne sais pas je sais pas s'il y a il y a des contacts en France qui représentent Promote, mais c'est intéressant à aller voir. En tout cas, voilà, on mettra l'adresse vers leur site. Et puis en France, alors comme Dailindo, hein, qui est un acteur français aussi, on a 50, FIFTY, et eux travaillent notamment, enfin, essentiellement sur les nudges. Alors ça, vraiment, les nudges, hein, c'est un peu le coup de pouce ou le coup de coude. C'est des incitations douces, on va dire, pour vous faire passer de l'intention à l'action. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'ils travaillent, on va dire, en lien avec la science et ils ont bâti une base, une grosse base de nudge. Hein. Je peux me tromper, mais je me demande s'ils n'en ont pas 2 ou 3 000 dans leur base. Et donc, voilà, vous suivez une formation, je sais pas, voilà, à la conduite de réunion, par exemple. Et puis, ils vont vous dire, voilà, suite à cette formation, vous allez pouvoir mettre en œuvre, en tout cas faciliter la mise en œuvre de micro-actions, donc de petites actions. Par exemple, voilà, conduite de réunion, bah tiens, à la prochaine réunion que vous allez animer, vous allez faire en sorte que tout le monde puisse prendre la parole. C'est le truc simple, mais ça va tranquillement vous permettre de mettre en œuvre de bonnes pratiques. Vous allez vous assurer que tout le monde ait pu poser une question, etc., etc. Donc des petites actions comme ça, donc des micro-actions. Et il se base sur tout un système qui va faciliter ce passage à l'action avec, tiens, quand est-ce que je vais faire ça? Tiens, je vais prendre date, etc. Donc, vous allez vraiment implanter une action en lui donnant une date, etc., etc. Donc, c'est basé sur les sciences comportementales et c'est très intéressant parce que ça s'applique à la formation, mais comme finalement à tout projet de transformation. Donc demain, dans l'entreprise, on se dit, tiens, on a un projet de transformation d'entreprise qui ne repose pas forcément sur une formation, on revoit tout le système de management, on repense l'organisation du travail, etc. Bah, les nudges peuvent aider en ce sens. Et il y a un excellent livre sur le sujet qui a été écrit par, je crois que c'est, j'espère ne pas écorcher son nom, je crois que c'est Étienne Bressou, sur l'application des nudges en formation. Donc, il y a aussi des choses à aller voir pour qui s'intéresse au niveau 3. Et tout le monde devrait s'intéresser au niveau 3 parce que c'est plus important. Tout le monde doit s'intéresser au niveau 3. Donc voilà, chers auditeurs, vous avez compris, sur une main, on a dit que le niveau 3 K-Patrick, c'est le niveau le plus important. Et sur l'autre main, on vous a donné en fait aucune raison de ne pas le faire, avec plein d'idées, plein d'astuces, plein d'exemples voilà, où vous pouvez aller fouiller un peu pour pouvoir vous aider à le faire. Donc merci beaucoup, Jonathan, c'était super comme d'habitude. Et merci à vous, les auditeurs, et on se retrouve bientôt pour épisode 5. À bientôt. À bientôt.